Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Euronews Soir. 16 minutes pour faire le tour de l'actualité européenne et internationale. Voici les titres de ce jeudi 28 février. À la une ce soir, l'échec du sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un. Les deux chefs d'État se sont finalement séparés sans avoir pu progresser. La question de la dénucléarisation de la péninsule coréenne reste au cœur des blocages entre Pyongyang et Washington. Entre l'Inde et le Pakistan, un début de détente après l'escalade militaire de ces derniers jours. Islamabad annonce la libération imminente du pilote indien capturé après un raid aérien. Mais la tension reste bien réelle entre les deux puissances nucléaires. Au Sénégal, le président sortant Macky Sall aurait donc largement remporté la présidentielle de dimanche dernier. Il ne devrait donc pas y avoir de second tour, sauf si ces résultats provisoires ne sont pas confirmés par le Conseil constitutionnel. Et pour refermer ce journal, le rendez-vous incontournable de la mode internationale avec les défilés de la Fashion Week de Paris. Plusieurs couturiers rendront cette année un hommage appuyé à Karl Lagerfeld, récemment décédé. Bonsoir, je vous le disais dans les titres, les présidents américains et nord-coréens se sont quittés sur un constat d'échec lors de leur deuxième rencontre au sommet. La dénucléarisation de la péninsule coréenne n'est pas pour demain. Guillaume Petit. Donald Trump n'aurait-il pas trop attendu de ce deuxième sommet avec Kim Jong-un? Officiellement, les relations entre les deux leaders sont bonnes et des progrès ont été réalisés. Mais à l'évidence, pas assez. Déjeuner de travail et conférences de presse communes annulées, les deux présidents ne sont parvenus à signer aucune déclaration conjointe, ce que le programme officiel prévoyait. Tout simplement, ils voulaient la levée des sanctions totales et nous ne pouvions pas accepter. Ils sont prêts à dénucléariser une large partie de leur territoire, ce que nous voulions, mais nous ne pouvons pas lever toutes les sanctions en échange de cela. Nous continuons à travailler et nous verrons, mais nous devions nous éloigner de cette demande, nous devions nous éloigner. En clair, la Corée du Nord ne remplit pour l'heure pas toutes les exigences des Américains. Donald Trump a également été interrogé sur le témoignage fracassant hier de Michael Cohen, son ex-avocat, qui a qualifié le président de raciste. Il a beaucoup menti, mais c'était intéressant car il y a une seule chose sur laquelle il n'a pas menti. Il a déclaré qu'il n'y avait eu aucune collusion avec la Russie pendant la campagne présidentielle américaine de 2016. Je me demande pourquoi il n'a pas menti sur cela comme il a menti sur tout le reste. Il n'a rien dit de faux sur la Russie. Il a dit pas de collusion. En revanche, les autres points d'achoppement dans les négociations avec la Corée du Nord n'ont pas été évoqués. La fin de la présence militaire américaine en Corée du Sud, demande de Pyongyang, ou encore l'idée d'une déclaration mettant officiellement fin à la guerre entre les deux Corées. Les discussions mèneront-elles à un troisième sommet? L'idée n'a pas été mentionnée. Et on rejoint à présent depuis Hanoï au Vietnam Sébastien Faletti, correspondant en Asie pour le journal Le Figaro. Bonjour Sébastien et merci d'être avec nous. Alors, Kim Jong-un et Donald Trump se sont finalement séparés sans avoir signé le moindre accord. C'est un échec diplomatique majeur pour Donald Trump, comme l'expriment déjà certains observateurs. Alors en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est un retour sur Terre pour les négociations nucléaires. Après les envolées lyriques de Singapour il y a 8 mois, on revient à la dure réalité de ces négociations. Maintenant, est-ce que c'est un échec pour Donald Trump? C'est à voir, car on peut dire que d'une certaine façon, le président américain s'est montré ferme. Beaucoup de gens craignaient qu'il allait signer un accord à minima pour ramener un trophée à Washington où il est en grande difficulté. Et finalement, il a refusé de rentrer dans ce jeu-là. Il a imposé des lignes rouges au dictateur nord-coréen. Donc la situation devient très compliquée, mais il est encore un peu tôt pour dire s'il s'agit véritablement d'un échec pour le président américain. Alors le problème, c'est les sanctions internationales qui s'imposent toujours à la Corée du Nord. Kim Jong-un en a fait son cheval de bataille. Est-ce que c'est ça vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui ? Oui, le dictateur nord-coréen veut absolument faire lever ces sanctions internationales qui étranglent sa fragile économie. Et il semble que c'était la demande majeure. Et en échange, il proposait de fermer le site de Yongbyon, le plus simple, mais les États-Unis, semble-t-il, ne veulent pas lâcher de sanctions avant qu'on ait des progrès très tangibles sur la dénucléarisation. Donc il y a un problème de calendrier, mais il y avait également un problème sur le périmètre du programme nucléaire. Et les Américains ont visiblement pointé d'autres sites secrets. Ils ont dit au dictateur nord-coréen, attention, on sait qu'il y a d'autres sites, il n'y a pas que Yongbyon. Donc on peut dire que chaque camp a campé sur ses positions aujourd'hui à Hanoï. Alors, dernière question, est-ce que vous pensez qu'un jour, la dénucléarisation de la péninsule coréenne pourra effectivement se concrétiser ou c'est une histoire sans fin ? Alors, beaucoup de
d'experts ici doutent que cela puisse être possible, car ils voient bien que pour le régime nord-coréen, la bombe, c'est l'assurance vie de la dynastie Kim. Donc beaucoup doutent que ce régime, un jour, ne renonce à l'arme atomique. Ils ont vu ce qui était arrivé en Libye, par exemple, avec le colonel Kadhafi, et ils n'ont pas envie de se retrouver dans cette situation de faiblesse. Pour autant, le dictateur doit développer son économie, et il doit donc desserrer les taux diplomatiques. Donc il fait face lui aussi à des contraintes très fortes. Donc les prochains mois vont nous dire si on assiste à un enlisement durable, voire un retour des tensions, ou bien si les deux camps vont accepter de mettre de l'eau dans leur vin sur ce dossier compliqué. Merci Sébastien Faletti d'avoir répondu à mon invitation. Alors je précise que vous êtes l'auteur du livre intitulé La piste Kim, voyage au cœur de la Corée du Nord, paru aux éditions Équateur. Merci Sébastien Faletti. La tension vient de baisser d'un cran ce jeudi entre l'Inde et le Pakistan après une inquiétante escalade militaire. C'est Islamabad qui a tendu la main à New Delhi. Le récit de la journée, Annelise Fantino. Cette décision permettra-t-elle d'apaiser la situation entre l'Inde et le Pakistan ? Après 2 semaines d'escalade des tensions, Islamabad s'est engagé à libérer dès vendredi un pilote indien capturé 2 jours plus tôt qui figure sur ces images. Un geste de paix selon le Premier ministre pakistanais Imran Khan, mais qui risque de ne pas pour autant mettre un terme à cet épisode de violence. Aujourd'hui, je dis à l'Inde de ne pas aller plus loin, car quoi que vous fassiez, le Pakistan sera contraint de riposter. J'espère également que la communauté internationale jouera son rôle pour que cette situation ne s'aggrave pas au regard de la situation actuelle. Mercredi, Islamabad a affirmé avoir abattu 2 avions indiens au lendemain de frappes de New Delhi, au nord du Pakistan. Des raids menés par l'Inde qui auraient visé une base arrière islamiste. Quand l'ennemi conspire pour déstabiliser l'Inde, quand il mène une attaque terroriste, son but est de mettre un frein à notre progrès, d'en limiter la vitesse de développement. Ils veulent que notre pays stagne. L'Inde affiche sa fermeté après l'attentat suicide du 14 février qui a tué une 40aine de soldats au Cachemire indien. Des échanges de tirs ont été observés ce jeudi à la ligne de démarcation entre les 2 pays. Et côté pakistanais, des milliers de civils ont dû fuir. On a tout laissé à cause des bombardements, notre maison, nos biens, notre bétail. On est ici depuis 3 jours pour avoir la vie sauve avec nos enfants. Le Cachemire, disputé par l'Inde et le Pakistan, reste un foyer de tensions récurrent entre les 2 puissances nucléaires. Plusieurs pays appellent désormais à la désescalade, notamment les États-Unis, la Russie et l'Arabie saoudite. Direction l'Algérie à présent, ce sont cette fois des journalistes qui ont manifesté aujourd'hui. Ils dénoncent les pressions et la censure de la presse alors que des troubles se multiplient dans le pays contre la candidature du président Bouteflika à la prochaine élection présidentielle. En Algérie, des journalistes disent non à la censure. Ce jeudi, ils étaient une centaine à participer à un rassemblement à Alger sur la place de la liberté de la presse pour s'opposer au musellement des médias. Mais une dizaine d'entre eux ont été interpellés dès le début de cette manifestation sans motif apparent, sous les yeux de leurs collègues qui appelaient les forces de l'ordre à les libérer. Un 4e pouvoir et pas une presse aux ordres, pouvait-on lire sur les pancartes. Ces professionnels dénoncent les pressions hiérarchiques et les freins à la couverture de la contestation qui gagne en ce moment le pays. Des restrictions qui concernent aussi bien la presse écrite que la radio ou l'audiovisuel, alors que de nouvelles manifestations contre la candidature du président Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat sont encore prévues ce vendredi. On reste sur le continent africain avec la victoire au Sénégal de Macky Sall, le président sortant. Il aurait été largement réélu dès le premier tour, mais les résultats sont encore provisoires. Olivier Peggy. Au Sénégal, Macky Sall est réélu. Le chef de l'État sortant a remporté la présidentielle de dimanche dès le premier tour. D'après les chiffres annoncés ce jeudi par la Commission nationale de recensement des votes, il a obtenu plus de 58% des suffrages. Loin derrière, on trouve l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, 20% des voix, et Ousmane Sonko, 15%.
De manière unanime, les 4 candidats battus ont rejeté fermement les résultats. Pour autant, ils ont indiqué qu'ils n'allaient pas introduire de recours devant le Conseil constitutionnel. Car c'est à présent à ce Conseil constitutionnel de valider les chiffres annoncés par la commission électorale. Les partisans de Macky Sall ont laissé éclater leur joie à l'annonce de la victoire. Macky Sall, 56 ans, a été élu en 2012 pour 7 ans. À compter de cette année, le mandat du président au Sénégal a été ramené à 5 ans. À un mois de l'élection présidentielle en Ukraine, un acteur est désormais en tête des intentions de vote. Le portrait de cet outsider qui fait trembler Viktor Porochenko, le président sortant, Julien Pavie. Il s'appelle Volodymyr Zelensky. Il est comédien et pourrait devenir le prochain président de l'Ukraine. Âgé de 41 ans, l'homme qui n'a aucune expérience en politique est devenu très populaire grâce à la télévision et en particulier en jouant le rôle principal dans la série Le Serviteur du Peuple. Il y incarne un professeur d'histoire propulsé à la présidence du pays qui se confronte à une classe dirigeante corrompue. Dans un pays toujours gangréné par la corruption, le message de cette série télévisée trouve un large écho auprès des téléspectateurs ukrainiens. Surfant sur cette vague de popularité, Volodymyr Zelensky a annoncé sa candidature lors du Nouvel An. Il veut incarner le renouveau. C'est un nouveau visage. Moi, j'ai jamais fait de politique. Je viens d'un secteur considéré comme propre, la télévision et le cinéma. Les gens me connaissent bien et ils peuvent s'identifier à moi. Beaucoup comparent Volodymyr Zelensky aux candidats anti-système qui ont émergé ces dernières années dans plusieurs pays, en Italie ou aux États-Unis. On peut le comparer à Donald Trump, car comme Zelensky en Ukraine, ce sont tous deux des stars de la télévision. Tous deux vendent du rêve aux gens. Les gens sont donc prêts à accepter ce rêve parce que les gens en ont marre de la vieille classe politique. À un mois de l'élection présidentielle ukrainienne, Volodymyr Zelensky est en tête de plusieurs sondages devant le président sortant Petro Porochenko, l'opposante Yulia Tymoshenko et la quarantaine de candidats en lice pour ce scrutin. Allez, on reste en Europe avec le procès de Mehdi Nemmouche qui se poursuit en Belgique. La stratégie de défense de l'avocat du djihadiste a suscité l'indignation côté partie civile. Le procès de la tuerie du musée juif de Bruxelles se poursuit sous haute sécurité. Ce jeudi, la parole était à l'avocat de Mehdi Nemmouche, ce djihadiste français revenu de Syrie, poursuivi pour un quadruple assassinat, mais qui continue de clamer son innocence malgré les nombreux éléments contre lui. Devant la cour, la défense a écarté la thèse d'un attentat de l'État islamique. L'avocat de Mehdi Nemmouche affirme que son client a été piégé et que l'attaque ciblait en réalité des agents du Mossad, le renseignement israélien. Le magistrat a également accusé des témoins à charge d'avoir menti, en particulier les journalistes ex-otages en Syrie qui ont reconnu Mehdi Nemmouche parmi leurs geôliers. Toutes les thèses sur la non-revendication par l'État islamique, on les a fait exploser les unes après les autres. Je dis que c'est très sincèrement une boucherie pour les parties civiles, ou en tout cas leurs avocats. Une stratégie de défense jugée tour à tour complotiste, stupide, voire choquante par les avocats des parties civiles. Et c'est irrespectueux, mais quand vous voyez comme il traite les témoins, quand vous voyez ce qu'il a dit par rapport aux otages, en disant qu'ils avaient menti, que c'était le roi des menteurs, alors qu'on sait qu'ils ont été pris en otage dans les conditions qu'ils ont racontées, ça effectivement c'est quelque chose de scandaleux. La tuerie du musée juif de Bruxelles le 24 mai 2014 est considérée comme le premier attentat perpétré en Europe par un combattant djihadiste de retour de Syrie. Mehdi Nemmouche avait été arrêté 6 jours après à Marseille en possession des armes utilisées et d'une veste présentant des résidus de tir. Le verdict sera connu d'ici une semaine. Et pour refermer ce journal, les défilés de la Fashion Week de Paris qui continuent. La maison Chloé a rendu hommage à son génie créateur, Karl Lagerfeld. Mais ce sont les collections Courrèges et Lanvin qui ont fait la une aujourd'hui. Il planait comme un parfum de printemps en ce 3e jour de Fashion Week à Paris. Et pourtant, les modèles de Courrèges arpentaient les courbes d'un igloo colossal.
Nommée il y a 2 semaines à peine à la direction artistique, Yolanda Zobel a décidé d'abandonner le plastique, marque de fabrique de la maison française. Virage éco-responsable, mais l'héritage est respecté, à l'instar des codes géométriques. Du côté de Lanvin, dans un ancien monastère, on a fait dans le discret mais sophistiqué. Couleur sobre et lèvres nude pour un autre baptême du feu. Celui du 4e directeur artistique en autant d'années aux manettes de la plus ancienne maison de couture de France, Bruno Cialelli, âgé de seulement 31 ans. Pari risqué pour la marque, mais Paris a aimé. Les critiques décrivent un défilé sensationnel. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur Euronews et euronews.fr. Très belle soirée à vous.